quel chemin je dois prendre pour quitter cet endroit. Cela dépend largement de là où vous voulez aller, répond l'animal impertinent en souriant malicieusement. Peu m'importe, lui dit Alice. Alors le chemin que vous allez prendre n'a pas d'importance, lui répond le chat du Cheshire. Extrait de Chroniques d'exil et d'hospitalité d'Olivier Favier. Bonne conférence, monsieur Favier. C'est en ouverture, donc c'est un petit extrait de Lewis Carroll que j'avais intégré dans un portrait d'un jeune homme qui s'appelle Abacar, qui a 29 ans, et qui ne savait plus vraiment où aller, même s'il avait obtenu l'asile. Merci à vous d'être venus. Voilà, on a 3 invités aujourd'hui. Pascal Durand, avocat, oui, aussi, qui a été secrétaire donc, national d'Europe Écologie Les Verts entre 2012 et 2013, cofondateur du parti, dont il est plus... Oui, d'Europe Écologie, et député européen donc, depuis 2014, et c'est un petit peu sur les questions européennes on va vous poser des questions aujourd'hui. Vous êtes coordinateur du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, c'est bien cela? Pas dans toutes les commissions. D'accord. Et Juliette Gerbrand, donc à ma droite, qui est journaliste à RFI, qui a passé 10 jours sur l'Aquarius, donc un des navires qui va au secours des migrants au large des côtes libyennes à 20 000, en fait, à la limite des eaux territoriales. Et donc on parlera de ça aussi, c'est-à-dire de ces opérations de secours, de leur utilité, mais aussi de ce qu'elles disent, de ce qui n'est pas fait, de ce qui pourrait être fait de mieux pour assurer le secours des migrants qui se noient encore aujourd'hui en Méditerranée. Et puis Violaine Carrère du GISTI, qui nous parlera peut-être là cette fois maintenant, une fois que les migrants sont arrivés en Italie, en France, en Europe en général, qu'est-ce qu'il en est de l'accueil ou du non-accueil des migrants. Et puis donc je vais poser quelques questions, mais je tiens à ce que vous ayez la parole, parce que je pense que c'est vos questions qui sont importantes, c'est vos interrogations. Je crois qu'il est très important aujourd'hui, il y a une véritable urgence à aborder ce sujet. Est-ce que ce sujet ne soit plus une question de spécialistes, mais qu'on donne la parole aux spécialistes pour que tout le monde puisse avoir des outils pour réfléchir et des outils surtout pour agir. Je crois que c'est vraiment une question extrêmement importante qui demande une action plus large, même si c'est pas, il n'y a pas d'immigration de masse, il n'y a pas d'invasion. Il y a aujourd'hui véritablement des personnes qui sont laissées à l'abandon avant leur départ, pendant leur voyage et après leur voyage. Et je crois qu'il est vraiment important qu'il y ait des mobilisations citoyennes sur ces questions-là. Voilà, ça c'était quelques mots en introduction. Pascal Durand, ce que je voulais en fait un petit peu voir avec vous, c'était donc comment aujourd'hui, en fait, on a des politiques qui sont présentées comme des politiques européennes, mais qui sont souvent en fait des politiques qui se passent au niveau des États. Par exemple, l'accord Union européenne-Turquie, où on a une série d'accords bilatéraux, et puis après tout ça nous est présenté comme un accord européen, mais le Parlement n'est même pas consulté, alors que si c'était un véritable accord européen, le Parlement aurait dû ratifier. Comment en fait on complexifie, je dirais, les institutions, on les détourne, on les contourne, et comment finalement sur cette question-là, mais comme sur d'autres, d'une certaine manière, les élus se retrouvent parfois sans pouvoir ou pas avec les pouvoirs qu'ils devraient avoir. Bonjour. Merci de poser la question comme ça, parce que je crois que c'est la meilleure manière d'aborder ce sujet, qui est un sujet évidemment terrible. C'est un sujet terrible tout simplement parce que non seulement il touche au plus profond de notre relation à l'humanité, c'est-à-dire le fait de laisser mourir des êtres humains dans des conditions effroyables. C'est toujours effroyable de laisser mourir des gens humains, mais là c'est évidemment quelque chose de terrible. Et il touche en même temps au cœur du projet européen. C'est-à-dire que par son comportement, là, l'Europe est en train de renier, de s'asseoir, de mépriser tous les principes qu'elle s'est appliqués à elle-même et qu'elle revendique à l'extérieur. C'est-à-dire que tout le discours de l'Europe sur un espace de paix, un espace de démocratie, un espace de respect des droits humains, tout ce qui est d'ailleurs vrai, qu'elle essaye de s'appliquer à elle-même. Et on voit les combats qui sont menés en Europe pour essayer de préserver ces droits-là. Dès lors qu'ils s'appliquent à d'autres êtres humains,
qui sont en dehors de l'espace de l'Union européenne, on n'applique évidemment plus les mêmes principes et les mêmes règles. C'est donc une insulte à notre humanisme, c'est une insulte à nos valeurs, c'est une insulte à ce qui a fondé la démocratie européenne, imparfaite, qu'on peut critiquer évidemment, hein, je ne suis pas le dernier. Mais je veux dire, on a quand même des principes et des valeurs, on s'assoit dessus, on a signé des actes au nom de l'Union européenne et au nom des États. Et après, je vais dire 2 mots sur les États parce que c'est très très important. Mais l'Union européenne a signé les accords, notamment de l'ONU sur l'accueil des réfugiés, parce que les réfugiés, ils ont un statut juridique. Il y a la question des migrants d'une manière générale, mais il y a les textes de l'ONU sur l'accueil des réfugiés. Et donc, on va en dire 2 mots. Et ces textes-là sont actuellement bafoués, méprisés et ignorés par l'Union européenne. Mais quand je dis ça, et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir posé la question de la manière dont vous l'avez posée, c'est trop facile de dire c'est l'Europe qui est en faille. Parce que pour une fois, je dis bien pour une fois et je ne le dirai pas pour tous les sujets, mais pour une fois, là, la Commission européenne a essayé de jouer son rôle de garant de l'intérêt général européen, avec le Parlement européen. On a eu une période absolument terrible, qui était la période 2014-2015, quand les morts en Méditerranée ont commencé à s'accumuler, et nous commencions toutes les sessions du Parlement européen par une minute de silence. Et il y a un moment où on a commencé à crier notre colère, en disant on ne va pas à chaque fois faire une minute de silence, et puis après rien, ça suffit. Nous n'avons pas l'initiative des lois. Le Parlement européen est un des seuls parlements au monde qui n'a pas la capacité de s'autosaisir. Donc nous devons attendre que la Commission nous saisisse d'un sujet pour pouvoir agir et voter. On peut voter des résolutions, mais des résolutions, je peux vous en faire une tous les matins, malheureusement, ça a une valeur de résolution, c'est-à-dire aucune. Et donc, la Commission, à un moment, est venue, et je vous assure que c'est vrai. Et ça n'est pas mensonger. Peut-être parce que ce sont des chrétiens engagés, peut-être, j'en sais rien. Mais M. Juncker, que je n'ai jamais vu avoir les larmes aux yeux concernant les politiques d'austérité en Grèce, il aurait dû les avoir, d'ailleurs, quand on voit la manière dont les Grecs ont été traités, notamment les plus pauvres d'entre eux. Mais je ne l'ai jamais vu avec les larmes aux yeux là-dessus. Ce n'est pas un procès que je lui fais, c'est un constat. En revanche, sur la question des morts en Méditerranée, il est venu nous dire, en disant « Je vous en supplie, j'ai besoin de vous. Les États ne bougent pas. Les États ne veulent pas prendre en compte ces réalités. Ils ne veulent pas sauver les migrants. Ils ne veulent pas les répartir entre eux. Aidez-nous. » Et donc, la Commission et le Parlement ont, à ce moment-là, pris des décisions qui sont des décisions, j'allais dire, courageuses. Le terme n'est pas bon, c'est un terme de journaliste, quasiment, pardon pour les journalistes. Ce n'étaient pas des décisions courageuses, c'était des décisions politiques normales. Le fait de dire on va faire quelque chose. Ce que d'ailleurs Angela Merkel à un moment a dit en disant on ne peut pas laisser faire ça, on va faire quelque chose. Et moi je n'oublie pas qu'à l'époque, on parlait de 20 000, entre 20 et 40 000 réfugiés qui arrivaient et qu'il fallait répartir. Dans un territoire où il y a plus de 500 millions d'habitants. Je rappelle, enfin tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler, la zone euro, la zone de l'Union européenne est la zone la plus riche du monde. Pas la plus peuplée, la plus riche. Donc c'est encore plus la plus riche par habitant, puisqu'on n'a que 500 millions. Enfin 500 millions, c'est pas mal. On parlait de 20 000 personnes. Et on parlait pour la France de quelques milliers de personnes. Et je voudrais terminer là-dessus, parce que évidemment, je ne veux pas monopoliser la parole, mais pour dire dans quel état d'esprit on était. Moi, je n'oublierai jamais, et je le dis à chaque fois, et je continuerai à le dire à chaque fois, que M. Manuel Valls, fils d'immigrés, naturalisé français en 1981 grâce à un gouvernement de gauche, M. Manuel Valls n'a trouvé rien de mieux qu'au moment où M. Juncker a demandé la répartition des migrants ailleurs qu'en Grèce et qu'en Italie, qui avaient la totalité du poids. Il est allé à la frontière à Vintimille, à Menton. Il y allait comment, M. Valls, Premier ministre qui se dit héritier de Jaurès? Il y allait avec M. Estrosi et M. Ciotti, qui sont d'ailleurs eux-mêmes, il n'y a qu'à regarder leur nom, des fils d'immigrés italiens. Et ils sont allés, et ce n'est pas un hasard de choisir M. Estrosi et M. Ciotti, c'est vraiment la droite la plus dure. On est là à la droite extrême. Et il est allé aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Italie, pour dire « nous ne céderons pas au diktat de Bruxelles ». Ce sont les mots qu'il a utilisés. Je ne pensais même pas que le Front National utiliserait des mots comme ça. Et donc, quand vous avez un Premier ministre de la France, deuxième puissance européenne, qui vient dire Bruxelles est coupable
Bruxelles nous impose de prendre des réfugiés, des migrants, c'est-à-dire en gros de sauver et d'aider des êtres humains en détresse, que nous devons prendre au terme effectivement des textes légaux. Eh bien, au lieu de faire cela, il vient s'appuyer sur une espèce d'union nationale avec le pire de la droite pour dire « nous ne ferons rien et Bruxelles ne passera pas ». Donc, si je dis cela, ce n'est pas pour mettre en exergue simplement le rôle de Manuel Valls, il y en a d'autres dans la classe politique française, je ne me focalise pas sur Manuel Valls. J'ai un peu les boules parce que c'est quand même un fils d'immigré et que quelque part, il ne faudrait pas oublier d'où on vient. Je trouve que... Bon, bref. Je crois que vous ne l'avez pas oublié. Non, mais il faut pas l'oublier. Il faut pas. Moi, je suis fils d'Italien. Mon grand-père a été chassé au moment de la marche sur Rome. On lui a cramé sa maison. Il s'est retrouvé tout seul avec sa femme et ses 4 enfants. Et il était bien content de pouvoir traverser la frontière. Il était à Gênes. C'était à 180 km de la frontière niçoise. Et Nice a su accueillir tous les antifascistes italiens qui ont été sauvés de Mussolini à ce moment-là, jusqu'à ce que, malheureusement, les Allemands arrivent en 1942. Mais bien sûr qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On n'a pas le droit. Mais on n'a pas le droit non plus, un héritier de Jaurès, qu'il soit fils d'immigré ou pas, n'a pas le droit de laisser mourir des gens en disant « je ne veux pas d'un diktat ». Ça n'existe pas. Dans ma conception de la politique, dans ma conception du monde, ça n'existe pas. Et je pense que dans la conception de tout ce qui a créé la gauche, le socialisme, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est contraire à nos valeurs, c'est contraire à nos principes, et c'est inadmissible d'avoir fait ça. Voilà. Donc je tiens à le dire. Je tiens à dire que Juncker, la Commission et le Parlement, y compris la droite du Parlement, ont essayé de se comporter de manière humaine. Moi, j'avais demandé, et à l'époque, tout le monde s'est foutu de moi, et heureusement, après, ça a un peu bougé, j'avais demandé qu'on affrète des bateaux. Parce que vous vous souvenez, au départ, le premier truc, l'Union européenne, les États avaient dit on va renforcer aux frontières, et on va envoyer des gardes-côtes, et on va envoyer des bateaux pour empêcher, quasiment, il fallait couler les bateaux de ceux qui essayaient de traverser. Et moi, j'avais dit, mais enfin, je ne comprends pas. Au moment où les Vietnamiens et les Cambodgiens, qui eux, étaient asiatiques, alors peut-être c'est moins grave que les Noirs et les Arabes, finalement, peut-être, je ne sais pas, eux, c'est des travailleurs, Sarkozy l'avait dit. Mais au moment où les Vietnamiens ont fui la dictature communiste, on a su mettre les bateaux, et là, on fuyait la dictature communiste. Donc, ça va. 1, ils sont asiatiques, ils bossent, et 2, ils fuyaient les rouges. Donc là, on pouvait les aider. Et on a mis des bateaux, et on en a accueilli 150 000 en France. 150 000. Là, on parle de 15 000 ou 20 000 personnes. Donc, on voit bien qu'il y a eu, et qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, moi, et on peut le décliner malheureusement, je ne vais pas après parler de la Hongrie, etc. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit bien qu'on touche du doigt les limites des politiques publiques et de l'humain. Parce que Mme Merkel, qui est pourtant de droite, elle a dit en Allemagne, à un moment, peut-être ça l'a remué, peut-être que de voir des femmes avec des enfants dans les bras, etc., ça a remué l'histoire allemande. C'est pas qu'on ne vienne pas me dire, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un ami, mais là, il déconne quand il dit ils ont fait ça parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. C'est pas vrai. S'il y a bien un pays qui n'a pas besoin de main-d'œuvre, c'est l'Allemagne. Ça arrive à tour de bras. Donc, ils ne l'ont pas fait pour ça. Ils ont fait ça parce que, humainement, Angela Merkel a dit on ne peut pas faire. On ne peut pas laisser faire ça. Et Angela Merkel s'est retrouvée toute seule. Toute seule. Les seuls qui les ont soutenus en Allemagne, c'est une partie de la gauche et les Verts. Tous les autres l'ont abandonné. Et effectivement, après, elle se retrouve, elle, confrontée à des difficultés qui sont des difficultés et internes et de gestion, parce qu'il y a eu un appel considérable avec donc cette demande. Bon, après, humainement, moi je garderai en image quand même au moment où Valls était à la frontière à Vintimille, enfin à Menton, en Allemagne, on accueillait les gens avec Welcome, et c'est quand même autre chose quand vous avez tout paumé. Parce que ces gens-là, ils viennent de se taper des milliers de kilomètres, ils ont abandonné la terre de leurs ancêtres, ils ont abandonné les tombes, ils ont abandonné tout ce qui faisait leur vie. Parfois des enfants sont morts en route. C'est quand même autre chose d'être accueilli avec un welcome que d'être accueilli par des flics ou des militaires comme en Hongrie, en Pologne ou ailleurs. Donc, moi, je rends hommage à Merkel, et je veux donc dire que ce n'est pas toute l'Europe qui s'est mal comportée, c'est d'abord et avant tout certains hommes politiques, et ça me fait mal au bide de le dire, mais pour l'essentiel, ils étaient, ou en tout cas, ils se revendiquent de la gauche. Merci. Juliette Gabran, alors vous êtes journaliste à RFI, vous êtes comme d'autres journalistes avant vous allé sur l'Aquarius en fait. Donc l'Aquarius c'est un des bateaux qui croisent au large des côtes libyennes et vous avez assisté à un sauvetage assez impressionnant puisque c'était 6000 personnes réparties sur plusieurs bateaux, dont 700 qui sont montés à bord de l'Aquarius. Voilà, comme vous êtes revenu avant-hier. C'était intéressant d'avoir votre témoignage sur cette question. Oui, je vais essayer de vous raconter un petit peu.
Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. J'étais à Vintimille, d'abord juste sur Vintimille, au moment où la France a fermé la frontière, et j'en parlais avec des journalistes il y a quelques jours. À Vintimille, il y a un camp de la Croix-Rouge. Et je ne sais plus combien, je n'ai pas les chiffres, il y a beaucoup de monde dedans. Et donc, ce n'est pas fini. Et donc, la frontière, elle reste fermée, ce qui est quand même déjà en soi une hérésie. Ensuite, sur ce que vous disiez sur l'Europe qui s'assoit sur ses valeurs, voilà, moi, ce que je voudrais commencer par vous dire à propos de ces 15 jours que j'ai passés sur ce bateau, c'est que je voudrais rendre hommage aux sauveteurs qui font ce travail, qui sont des gens jeunes. Donc SOS Méditerranée, c'est une association française, enfin franco-allemande, italienne, qui travaillent sur ce bateau avec MSF pour l'équipe médicale. Sont des gens jeunes qui sont soit des sauveteurs en mer, soit des gens qui viennent de la marine marchande et qui ont décidé de consacrer un peu de leur vie à cette question, à sauver ces vies, à sauver des vies. Il y en a beaucoup qui étaient à Lesbos, en Grèce, enfin sur les îles grecques de façon générale, voilà, et qui maintenant se trouvent au large des côtes de la Libye et qui font un travail extraordinaire. Le 3 octobre, donc, le jour où, en fait, en 48 heures, je crois, plus de 10 000 personnes ont été sauvées. S'il n'y avait pas eu ces bateaux, 80% des gens se seraient noyés, pour ne pas dire la totalité, puisqu'il faut voir les conditions dans lesquelles ils partent sur des bateaux qui sont de plus en plus fragiles, parce que c'est un business qui a pris des proportions gigantesques, notamment en Libye. C'est des millions de dollars, que les passeurs sont très organisés et qu'ils partent sur des canaux de pneumatiques de plus en plus, dont la qualité est de pire en pire, vraiment des embarcations qui ne résistent à rien. Ils passent à peu près 6 heures en mer avant d'être secourus. S'ils ont passé 12, en général, à ce moment-là, d'ailleurs, souvent les canaux sont déjà abîmés et les gens commencent à être à l'eau. Voilà, donc c'est un travail qui est indispensable. Sur l'Aquarius, nous, on a... Donc voilà, on était plusieurs journalistes. Moi, j'ai pu monter sur un canot de sauvetage. Donc c'est un bateau de 77 mètres qui a 2 canots de sauvetage qu'on met à l'eau au moment où on repère une embarcation. Et le sauvetage de l'Aquarius ce jour-là, ça a été le sauvetage d'un bateau de pêche, un bateau dont je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les images, un bateau en bois d'environ 20 mètres. Il y avait 722 personnes dessus. Il faisait nuit quand l'alerte a été donnée. Je suis montée sur le canot de sauvetage, on est allé vers le bateau et je me suis retrouvée, voilà, tout à coup, les choses prennent une autre proportion quand vous êtes, toutes ces images que vous avez tous vues dans les médias, et tout à coup deviennent une réalité. Et vous vous trouvez face à ce bateau qui fait comme ça. Vous voyez une masse de gens au-dessus, sans même penser qu'en fait, il y en a plein en dessous, entassés comme des chemises, m'a dit un Djiboutien que j'ai interrogé après, dit on est pire que des animaux, on a été entassés comme des... Vous savez, comme on dit, les vêtements dans les armoires, là, entassés comme ça, dans la cale, ensuite enfermés, sans pouvoir respirer. Et le bateau menaçait de chavirer à tout instant. Et les sauveteurs, voilà, et donc il a fallu 7 heures de travail avec la participation d'autres secouristes, d'autres ONG dans la zone pour distribuer des gilets de sauvetage à tous ces gens et les ramener vers l'Aquarius. Voilà, ça c'est le travail de ces gens-là qui est quand même tout à fait exceptionnel. Ensuite, ce dont on pourrait parler très longuement et que racontent ces gens, c'est ce qu'ils vivent en Libye. Et je parlais d'un business. Il faut savoir que ces gens... c'est un business de millions de dollars. Les autorités italiennes ont enregistré des conversations de parrains de la mafia expliquant que le business des migrants maintenant rapportait beaucoup plus que le trafic de drogue, que c'était plus la peine de penser à la mafia drogue. Italienne. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, non, de la mafia, non, mais je Oui, précise enfin, italienne pour... Oui, de la mafia italienne. Voilà, donc, et en Libye, mais enfin, oui, italienne, certes, mais les réseaux sont... Il y a des ramifications. Des réseaux internationaux. C'est international, c'est un réseau qui... Voilà, il y a des coordinations, il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Tous, il faut le savoir, parce que quand vous les croisez, les gens ici, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous été victimes de violences en Libye. Ils ont tous été battus, parce que de toute façon, il n'y a qu'un langage, c'est battu.
Donc pour vous dire de vous lever, on vous tape. Pour vous dire de manger, on vous tape. Si vous parlez et qu'on veut que vous taisiez, on vous tape. Ils sont souvent torturés. Ils sont rackettés, enlevés. Il y a des mises en scène. Vous payez l'argent de la terre, m'expliquait quelqu'un, l'argent de la terre, celui qui vous permet de traverser le Soudan, d'arriver en Libye, par exemple. Là, en l'occurrence, les gens qui ont été sauvés étaient 95% des Érythréens. L'argent de la terre, et ensuite, vous paierez l'argent de la mer une fois que vous serez arrivé en Libye pour traverser. Or, en fait, vous payez une fois l'argent de la terre, et puis sur le chemin, il se passe un truc bizarre, tout à coup, vous êtes enlevé. En fait, vous n'êtes pas enlevé, vous êtes revendu. On vous fait croire que vous êtes enlevé. Vous devez repayer. On vous enferme, on appelle les familles, on vous demande d'appeler les familles. Les familles doivent se cotiser pour vous envoyer de l'argent. Je ne sais pas quel est le taux de personnes qui meurent pendant le voyage, mais il est très élevé sans doute. Tous les témoignages que j'ai recueillis racontaient, on est parti, une femme racontait, on est parti à 4, on est arrivé à 2. Un autre me disait, on est parti à 30, on est arrivé à 16. Parce qu'ils meurent en route, parce qu'ils sont étouffés sur les pick-up, ils sont étouffés dans les camions, ils ne sont pas nourris. Si vous êtes faible, vous n'y arrivez pas. On jette les corps par-dessus bord, on ne les enterre pas, parce que si le pick-up, il ne s'arrête pas. Voilà, donc ces gens-là vivent ça. Les femmes, toutes les femmes, sont victimes de violences et d'exploitation sexuelle. Même les hommes le racontent. Ce n'est pas facile de recueillir des témoignages de femmes. Il y en a une qui m'a parlé. Il y a eu d'autres témoignages recueillis dans la presse. Elles sont toutes violées. Parce que celles qui voyagent seules, et peut-être même celles qui voyagent seules avec des enfants et qui ont encore plus de difficultés à raconter, quand les gens sont enfermés dans des hangars pendant une semaine avant de pouvoir prendre la mer, les passeurs, le soir, ils viennent, ils se servent. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important de le savoir et d'en parler et de le garder en tête quand on croise les gens ensuite ici. Et voilà, je vais m'arrêter parce que après, on va en venir à l'après. Hein. Une fois qu'ils ont débarqué, qu'on est arrivé sur les côtes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et ça, c'était un moment pour moi extrêmement poignant, extrêmement difficile aussi, d'arriver dans un petit port de Calabre, de voir tout le monde descendre et de se dire où est-ce qu'ils vont aller, quoi. Ceux qui me disaient, oui, moi je vais aller en Angleterre. Je dis, oui. Et tu as entendu parler de Calais? Oui, je sais, mais je vais y aller. Et voilà, et ils ont tous de grands projets et on les laisse partir en se demandant ce qu'ils vont vivre dans les hotspots, dans les centres d'accueil. Enfin, leur route n'est pas finie, quoi, hein, évidemment, ça on le sait. Voilà. Et les sauveteurs, oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que le message, j'ai beaucoup parlé avec tous les sauveteurs à bord et ils me disaient, certains me disaient, moi je fais ce que je peux à mon niveau, moi je suis sauveteur en mer donc je fais ça ici, mais beaucoup me disaient aussi, chacun peut faire quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être sauveteur en mer ou d'être dans la marine marchande ou il n'y a pas besoin d'aller à 20 000 des côtes libyennes pour faire quelque chose. Chacun en France peut faire quelque chose. Une des principales choses, je crois qu'il faut faire, enfin la plus simple en tout cas, c'est d'en parler pour que les gens ouvrent les yeux. Parce que ce n'est pas toujours facile d'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Voilà. Merci. Je voulais parler, pour faire un complément un petit peu à ce que vous venez de dire, d'un film qui est sorti il y a une dizaine de jours, qui s'appelle Fuoco a Mare, de Gianfranco Rosi, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin, et qui est un film sur Lampedusa, et qui montre bien, en fait, comment depuis le naufrage dont vous avez sans doute entendu parler, d'octobre 2013, qui a été un terrible naufrage au large des côtes de Lampedusa, en fait, les migrants ne viennent plus jusqu'à Lampedusa, ne viennent plus jusqu'à l'Italie. Ils partent sur des embarcations de fortune qui ne sont pas du tout prévues pour tenir la mer, d'où le piège dans lequel se retrouvent un peu ces bateaux, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'approcher des côtes, parce qu'on dit aux migrants, on les lâche et on leur dit, voilà, de toute façon, il y a quelqu'un qui va vous récupérer. Il y a quand même plus de morts aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3 ans, en proportion, à cause de ça. Et dans ce film, on voit bien effectivement une île qui continue à vivre, mais qui est en fait dans la même distance que nous, à la limite de ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on peut vivre à Lampedusa et pratiquement ne jamais croiser les migrants, sauf si on va dans la zone portuaire, puisqu'il reste 1 ou 2 jours avant d'être renvoyé dans d'autres lieux en Sicile ou en Italie.
l'une des solutions qui était présentée par Pietro Bartolo, qui était le médecin à Lampedusa, était de dire, qui lui a vu passer des milliers, des centaines de milliers de migrants, c'était de dire qu'il faut ouvrir des corridors humanitaires, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on prenne les personnes, non pas à 20 000 des côtes, mais qu'on aille sur les côtes. Alors peut-être pas en Libye, voilà, mais en Tunisie ou en Égypte. Voilà. Donc je ne sais pas si... Oui, c'est le message de MSF, hein, c'est la position officielle de MSF, même s'il peut y avoir des discussions au sein de MSF, qui est une organisation immense, mais c'est le message officiel, l'ouverture de couloirs humanitaires. Aux migrants, on leur dit surtout que l'Italie est à 5 heures de route. On ne leur dit pas qu'ils vont être secourus, on leur dit que l'Italie est à 5 heures de route, et quand on leur explique après qu'il va falloir encore 35 heures pour remonter jusque... Et les 5 heures de route, c'est ce qui permet de franchir les 20 000, en fait, de sortir des eaux territoriales. Oui, voilà, c'est ça. Là, simplement pour dire que, bien sûr, c'était la solution la plus évidente de faire ces couloirs. Au lieu de faire cela, et ça a été dit tout à l'heure, et vous l'avez dit, je ne sais pas si on y reviendra, mais qu'on n'oublie pas de le dire quand même, c'est que l'Union européenne a préféré faire un deal, c'est-à-dire inventer des pays sûrs, dans lesquels on pouvait renvoyer les personnes qui arrivaient, c'est-à-dire qu'ils ont modifié les textes là-dessus, et on a un accord qui est un accord à nos yeux totalement illégal avec la Turquie. On a considéré que la Turquie était un pays sûr, et donc on renvoie maintenant. Et on a financé cela, c'est-à-dire que l'Union européenne a débloqué 6 milliards, 3 milliards qui étaient déjà prévus. Imaginez l'accueil qu'on pourrait donner à ces populations dans l'Union européenne avec 6 milliards. Quand on voit à Grande-Synthe ce qui a été fait avec les moyens du bord, quelques millions, par Damien Carême. Bien sûr, par Damien Carême et MSF. Et là, on a préféré donner 6 milliards, c'est-à-dire qu'on repousse sur un pays dont on déclare qu'il est sûr, alors qu'on sait très bien, notamment pour les Kurdes, et Damien Carême a ce problème-là, puisqu'on a beaucoup de Kurdes qui viennent et qui sont à Grande-Synthe. Comment on distingue entre les Kurdes qui viennent d'Irak, les Kurdes qui viennent de Syrie, ou les Kurdes qui sont également persécutés en Turquie? Donc dire que pour des Kurdes, enfin pour ceux qui connaissent la situation des Kurdes en Turquie, dire que c'est un pays sûr pour eux, c'est un mensonge, évidemment, et honteux. Merci. Je pense qu'on pourrait aborder plusieurs choses. Il y aurait peut-être, par rapport à cet accord UE-Turquie, on pourrait parler des politiques d'externalisation en général, des processus de Rabat, des processus de Khartoum, où l'idée, de plus en plus, c'est d'empêcher les migrants de traverser la Méditerranée, donc de repousser, de sous-traiter en fait l'arrivée des migrants à des pays tiers. Donc il y a eu effectivement la Turquie, mais il y a le Maroc aussi, où c'est fait depuis très très longtemps. Et puis maintenant, on a aussi des choses qui commencent à s'installer au niveau du Soudan, voire même des accords qui sont en train d'être passés avec des pays de départ, qui sont parmi les dictatures les plus dures du monde, comme l'Érythrée, où là, il y a des choses qui se passent aussi au niveau du Soudan. On en renvoie maintenant des migrants érythréens directement depuis le Soudan du Sud. Mais il y a aussi l'aspect, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont traversé la Méditerranée, qu'ils arrivent en Italie. Je pense qu'on pourrait parler de Dublin 2, Dublin 3, c'est-à-dire comment, effectivement, les gens n'ont pas forcément le choix du pays dans lequel ils veulent aller. On parle d'Europe, mais il n'y a pas non plus d'égalité sur le droit d'asile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique uniforme d'accueil d'un pays à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont mieux accueillies dans certains pays, d'autres moins bien. Et puis surtout, on a effectivement des rejets qui sont très très importants. C'est-à-dire beaucoup de gens qui finalement restent sur la touche. Alors, au GISTI, je sais que vous travaillez beaucoup sur les questions juridiques. Peut-être qu'on pourrait commencer par présenter un peu le GISTI, qui est une association qui date de 1972 et qui a une longue histoire. Et puis voir un petit peu comment vous agissez, vous, pour ceux qui arrivent et ceux qui ont passé la frontière. Ce sera tout comme sujet, en 5 minutes, c'est ça? Oh, vous avez... No problem. Quelques mots sur le GISTI, qui est une association en effet de défense des droits des étrangers, qui considère que le droit ne doit pas être laissé aux tribunaux, aux professions juridiques, mais être utilisé par les personnes, les citoyens, par les étrangers, par ceux qui veulent aider les étrangers, et que le droit, ça peut être une arme, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour revendiquer justement ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Europe s'est construite en se dotant
d'un certain nombre de textes, de principes. C'est pas simplement juste des valeurs, elle a dit c'est vachement bien cette valeur. Elle a inscrit dans des textes, des chartes, des conventions, des traités, des accords internationaux qui sont signés, ratifiés et qui font partie des engagements, au tel point qu'aujourd'hui un nouvel État ne peut devenir membre de l'Union européenne qu'à la condition de déclarer qu'il adhère à tous ces textes, de les signer, de les ratifier et de les traduire dans son droit interne. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante. C'est le droit, nous tous citoyens, on peut s'en servir. C'est pas si facile que ça marche pas toujours, c'est semé d'embûches et parfois on se trouve devant des gros flops, mais ça vaut le coup d'essayer tant qu'on est dans un état de droit, plus ou moins. Ça, c'est la première chose. J'interviens aussi au nom de Migre Europe, puisque le GISTI est une des associations qui ont constitué un réseau euro-méditerranéen, puisqu'il y a des organisations du nord de l'Europe, et des associations du sud, de l'autre côté de la Méditerranée, donc, et puis un peu à l'est, qui ont décidé d'essayer de mettre en lumière et de dénoncer les effets des politiques européennes dites migratoires. Dans un premier temps, Migre Europe s'est intéressé à toutes les situations d'enfermement dont les politiques européennes sont responsables, d'enfermement de migrants sur le sol européen, à ses frontières, au-delà de ses frontières, parfois très loin de ses frontières, dans une espèce de zone grise dont on n'est pas forcément très, très informé lorsqu'on n'est pas très, très averti et qu'on ne fréquente pas beaucoup les sites d'information sur ces choses. Migre Europe publie un atlas en particulier chaque année. On est en train de préparer la nouvelle édition de cet atlas. Et chaque année aussi, on met à jour une carte des camps en Europe. Et puis Migre Europe s'intéresse alors aussi à toutes ces politiques que vient de lister rapidement Olivier, et sur lesquelles, en effet, ça vaut le coup de se pencher de façon précise. En effet, tous les processus, dispositifs, accords, directives, règlements, etc. Alors, voilà, on n'a pas évidemment le temps aujourd'hui de les balayer tous, mais je voudrais dire quand même une chose sur justement cette attitude générale de l'Europe, parce qu'on parle souvent de ces questions, on parle de la crise migratoire, on parle d'une crise, ça veut dire quelque chose qui est nouveau, intense, qui a une ampleur inhabituelle, et quand on regarde précisément les choses, c'est rien de tout ça. Rien n'est nouveau, rien n'est d'une ampleur considérable et rien n'est sans solution envisageable assez facilement. Donc le mot crise, il est quand même déjà à questionner. Et on en parle aussi comme d'un drame. Un drame, je veux bien, un cataclysme, un cyclone, un tremblement de terre, tout ça, ce sont des drames. Là, on n'est pas dans des drames. On est dans des choses qui sont le produit de politique, très concrètement. C'est-à-dire que lorsqu'un drame est le produit d'une politique, ça ne s'appelle plus un drame, ça s'appelle, je ne sais pas, massacre, guerre, politique, quoi, en tout cas. J'en veux par exemple, pour illustration, puisque on a parlé de la mer surtout, il y a une opération qui a été lancée par l'Italie, une opération qui a duré pendant un peu plus d'un an, qui s'appelait Mare Nostrum, vous en avez peut-être entendu parler. Essentiellement, c'est l'armée italienne qui a été mobilisée pour aller faire du secours en mer. Il n'y avait pas d'autre objectif affiché. Alors, plus sérieusement, les Italiens étaient assez contents que l'armée en profite pour s'informer sur les itinéraires des migrants, sur les réseaux de passeurs. Voilà, donc ils ont fait un peu de renseignements aussi, mais quand même, l'objectif principal de l'opération, c'était sauver des personnes, et ils ont sauvé sans doute, eux disent en tout cas, 160 165 000 personnes, et c'est vraisemblablement ce chiffre-là. On aurait pu tous se réjouir, saluer l'Italie, lui envoyer des fonds pour l'aider, décider de généraliser le processus, que d'autres pays fassent de même. Pas du tout. On a tapé sur l'Italie en lui disant « Dis donc, c'est pas du tout bien ce que tu fais appel d'air, si tu continues, de plus en plus de gens vont venir parce qu'ils vont avoir la certitude d'être sauvés. » Et Cazeneuve, parce qu'il n'y a pas que Valls sur qui on peut taper, on a le choix malheureusement. Cazeneuve a dit une chose qui est quand même assez stupéfiante. Il a dit bon, l'opération Mare Nostrum, quand même, il faut bien voir qu'elle a généré tous ces campements qu'on voit à Paris et à Calais. Et alors là, on s'interroge, on se dit, que veut-il dire ? Il veut dire qu'il aurait mieux valu que ces personnes ne soient pas sauvées, parce que si elles n'avaient pas été sauvées, on n'aurait pas cet encombrement avec ces campements et ce problème qu'on a à résoudre maintenant. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de nous dire ? Si vous avez une autre hypothèse d'interprétation, je suis preneuse, parce que moi, je n'en vois pas d'autres. Donc, et c'est ça le ton des politiques européennes, c'est
faisons disparaître le problème et éventuellement faisons disparaître ceux qui sont le problème, c'est-à-dire les migrants. Lorsqu'on a interrompu Mare Nostrum, on a essayé de noyer le poisson, enfin, si je puis dire à propos de la Méditerranée, en disant ah oui, mais c'est pas le problème parce qu'on va remplacer par une opération qui va aussi s'occuper de sauvetage. Et on a mis en place une opération Triton. On aime beaucoup la mythologie et tout ça dans les opérations européennes. Y compris policières. Absolument, tout à fait. Donc c'est Poséidon, Triton, etc. Voilà. Et on a essayé de vendre à l'opinion l'idée que cette opération Triton allait faire du sauvetage. De même que Frontex essaye régulièrement, Frontex, agence européenne de surveillance des frontières externes de l'Europe, essaie régulièrement de nous expliquer qu'ils sont chargés du sauvetage. Pas du tout. Frontex est chargé de surveiller les frontières, ça veut dire d'essayer d'empêcher les départs, de refouler les gens, de les bloquer, de faire des pushbacks éventuellement. Et alors, comme éventuellement les bateaux de Frontex, parce que Frontex est une agence qui a en son nom propre et qui aussi peut utiliser des bateaux, des avions, des hélicoptères, des drones, des radars, toutes sortes de moyens navals et militaires de tous les États membres, Frontex, évidemment, est soumis, comme les autres, au droit de la mer. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a un navire qui est en détresse, un petit bateau tel que ce que sauve, par exemple, SOS Méditerranée, Frontex ne peut pas s'absoudre de son obligation et va évidemment ne pas laisser, en principe, mourir les personnes sous ses yeux. Mais ça n'est pas sa mission. Et le dernier mandat qui vient d'être renouvelé de Frontex accroît encore les possibilités, les moyens et les missions en termes de surveillance, de contrôle, d'empêchement à la libre circulation, alors même qu'on sait, encore une fois, que ces personnes qui essayent de circuler par la mer, par la terre ou par toutes sortes de moyens sont évidemment, à X% d'entre elles, possiblement des réfugiés. Déjà, ça peut s'appréhender par la nationalité qu'ont beaucoup d'entre elles, les Érythréens, les Soudanais, les Syriens, les Afghans, etc., sont quand même évidemment a priori des réfugiés. Mais est-ce que les Gambiens et est-ce que les Nigérianes et est-ce que, etc., ne sont pas aussi des réfugiés potentiels, des Guinéens, etc., des Sri Lankais la liste serait longue. Alors, c'est vrai qu'il y a des textes dont l'Europe s'est dotée sur l'asile, et il y a cet empêchement de l'asile qui est lié à l'empêchement de la libre circulation. C'est-à-dire, si vous empêchez de circuler tout le monde, vous empêchez les personnes qui sont susceptibles de demander l'asile d'arriver sur des sols où elles vont pouvoir le demander. Et alors après, qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent sur la terre ferme? Alors après ce premier accueil, dont il était fait mention tout à l'heure sur les côtes italiennes, lorsque par hasard des gens arrivent directement en France ou ayant passé par l'Italie, par l'Autriche, par l'Allemagne, sur le sol français, eh bien, on voit que les politiques, d'une part, les dispositifs et les moyens mis en œuvre ne sont absolument pas, et depuis des années, à la hauteur des enjeux et rien à voir avec la crise migratoire. Il n'y a jamais eu suffisamment de place dans les centres où, normalement, de droit, les demandeurs d'asile doivent être accueillis, c'est-à-dire hébergés et bénéficiant de prestations, d'aide, d'accompagnement à la demande d'asile. Jamais il y a eu suffisamment de place. Aujourd'hui, le problème, alors que la loi vient de changer et que les délais, normalement, pour faire enregistrer sa demande, être inscrit comme demandeur d'asile, ont été raccourcis, on peut saluer cette évolution de la loi, mais concrètement, dans les faits, en région parisienne, à Lille, à Montpellier et peut-être ailleurs encore sur le territoire, les délais pour faire simplement enregistrer sa demande sont devenus ahurissants, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes demandeur d'asile, sauf que vous n'avez pas pu encore le faire savoir, et donc vous ne l'êtes pas juridiquement. Donc vous pouvez être interpellé comme un sans-papier, et vous pouvez éventuellement être placé dans un centre de rétention en vue d'être éloigné, dont on va vous libérer évidemment, puisque vous venez d'un pays dans lequel il est difficile de vous renvoyer aujourd'hui, quoique il y a un accord qui vient d'être signé avec l'Afghanistan, donc on va se remettre à renvoyer des Afghans, nos problèmes. Mais enfin, des Syriens, on attendra un petit peu. Et donc, ces personnes vont se retrouver à avoir passé un petit séjour dans un centre de rétention et être libérées, et devoir du coup, parce qu'elles auront été arrêtées et qu'elles auront eu un document qui s'appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire, elles vont passer dans une procédure qui s'appelle accélérée. C'est-à-dire qu'elles vont être défavorisées dans leur processus, leur démarche d'asile. Et ensuite, on peut parler de tout ce qui dysfonctionne et qui amène à ces
des espèces d'énormes verrues, enfin, ou symptômes sur le territoire. On parle régulièrement de Calais, on va en reparler bientôt, puisqu'il est programmé que le 17 octobre, probablement, Calais soit entièrement démantelé. Alors on verra, puisque les ministres de l'Intérieur qui ont successivement annoncé qu'ils allaient procéder à un démantèlement définitif se sont succédés, ils l'ont tous dit. Hein. Donc voilà, on démantèle définitivement et puis on redémantèle définitivement. Donc on verra le côté définitif de ce démantèlement. En attendant, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire croire à l'opinion que on gère. C'est-à-dire que toutes les personnes de Calais, c'est rien, on va leur trouver des places d'hébergement. Et c'est vrai que, moi je comprends, on est un citoyen, on regarde les journaux, la radio, la télévision, on se dit, bon, c'est quand même tellement indigne les conditions à Calais, c'est quand même vraiment, vraiment mieux que ces gens aient un hébergement. Oui, mais non. Oui, parce que c'est en effet absolument indigne, scandaleux, les conditions de vie dans un camp comme Calais. Mais non, parce qu'il faut savoir ce que c'est, les lieux d'hébergement dans lesquels on envoie des gens. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des containers à 10 km de toute habitation, parfois pas avec assez de nourriture, parfois avec aucun interprète dans leur langue, souvent avec des accompagnateurs, travailleurs sociaux, plus ou moins formés, mais pas forcément en droit des étrangers, rarement en droit d'asile, etc. Et ce sont ces personnes qui sont censées les accompagner dans leur processus de réflexion sur leur parcours migratoire. Je reprends les jolis termes des circulaires et des annonces officielles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes, très souvent, elles quittent ces lieux parce qu'il leur apparaît très clairement que ça n'est pas le lieu qui va leur permettre d'avoir la nouvelle vie pour laquelle elles ont franchi tous les obstacles dont Juliette parlait tout à l'heure. Et je vais juste conclure sur une petite chose, c'est que les politiques prennent ce genre de décisions, organisent ces dispositifs ou bricolent. On les regarde faire et à chaque fois qu'il y a des débats sur ces questions, vous avez des responsables politiques ou certains organes de presse qui vous disent bah oui, mais vous comprenez, l'opinion, elle n'est pas prête à ce qu'on fasse autre chose, il y a quand même une peur, une crainte, une hostilité qu'on peut bien comprendre, les gens sont inquiets, nanana, etc. Et moi, franchement, plus ça va, plus j'ai envie d'interroger ça. Est-ce qu'on est si sûr que ça, qu'une aussi grande partie que ça de la population française est hostile aux migrants, est craintive, est xénophobe, ne veut pas accueillir des personnes, trouve normal qu'on dise on va en accueillir 30 000 et 2 ans après on en a accueilli tout juste 5 000. Est-ce que vraiment l'ensemble des citoyens est d'accord avec ça? Et je suis frappée du fait qu'à chaque fois qu'il y a un camp qui s'installe quelque part, un camp de Roms, un camp de réfugiés ou quoi que ce soit, il y a aussitôt un comité de soutien qui se forme, aussitôt des gens qui viennent apporter ce qu'ils peuvent, de la nourriture, des vêtements, des cours de français, du soutien juridique ou autre chose. C'est très clair qu'à Vintimille, dont on parlait tout à l'heure, il y a des gens qui soutiennent depuis des mois et des mois les réfugiés. À Calais, il y a une myriade d'associations et de gens qui sont aidants et qui sont devenus au fil du temps de plus en plus performants dans leur capacité à soutenir. Et je me demande si finalement on n'a pas tort quand on pense qu'on est minoritaire à vouloir défendre les réfugiés. Peut-être que nous sommes bien plus nombreux qu'on ne croit. Merci. On peut peut-être vous laisser la parole. Peut-être que vous avez... Petite chose que je voudrais dire pour conclure cette première partie de notre rencontre, c'est que ce qui a été dit par Juliette Gerbrand et ce qui a été dit par Violaine Carrère, ce sont les mêmes personnes en fait dont on parle. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu, on n'a pas parlé de l'avant, on n'a pas parlé de ce qui se passe en Érythrée, on n'a pas parlé de ce qui se passe au Soudan, on n'a pas parlé de ce qui se passe en Guinée, on n'a pas parlé de ce qui se passe en Afghanistan, etc., etc. Mais si on tient compte du départ, les personnes qui ont vécu ce qu'on a entendu dans le désert, dans la traversée de la Méditerranée, sont les mêmes qui, en arrivant en Europe, se voient dénier des droits, se voient envoyés dans des containers sans interprète, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une honte absolue. C'est-à-dire que c'est un traitement qui est évidemment inhumain pour n'importe quelle personne, c'est-à-dire de se voir refuser des droits. Je me souviens d'un jeune que j'avais interviewé à Calais et qui m'avait dit, quand je lui ai demandé c'est quoi ton rêve, et puis j'étais en train de me dire, on était assis tous les deux sur un banc. Et puis, j'étais en train de réfléchir. Et puis, il me dit, moi, c'est avoir des papiers. Parce que sans avoir des papiers, t'es une merde, t'es rien. Voilà. Et ça résume tout. Et faire subir ça à des personnes qui ont déjà eu dans leur parcours des souffrances absolument abominables et qui ont une capacité de résilience qui, moi, personnellement, pour ceux que j'ai rencontrés, qui
qui me surprend à chaque fois, c'est-à-dire leur capacité à dépasser les souffrances qu'ils ont endurées. Il y en a qui deviennent fous, il y en a qui pètent complètement les plombs, mais c'est vrai que sur une grande majorité, ils ont encore, quand ils arrivent, une grande force. Et parfois, ils deviennent fous aussi parce qu'on leur fait subir ici. C'est-à-dire précisément parce qu'ils ont tenu jusque-là, parce qu'ils pensaient en arrivant ici, arriver dans le pays des droits de l'homme, pour prendre la France, mais enfin arriver en Europe, arriver dans des états de droit. Un autre jeune qui est toujours au Maroc, qui est un cousin d'un jeune que je connais ici, qui régulièrement m'envoie des messages sur Facebook, et puis il me dit je veux passer, je vais aller en Libye, je veux passer. Je lui dis c'est très dangereux, je ne sais pas quoi lui dire. Et il me répond oui mais je m'en fous, parce qu'en France il y a les droits de l'homme. En France il y a les droits de l'homme. Et c'est voilà, et il faut voir ce que subissent aussi les gens au Maroc, enfin voilà, en Libye, dans les différents pays. Je clôt la parenthèse, mais je pense que c'est vraiment important de faire le lien, c'est-à-dire de bien penser effectivement que les gens qu'on traite mal ici ont déjà été très maltraités. Et il n'y a aucune raison de maltraiter des personnes, mais en plus des personnes qui ont déjà accumulé un nombre effrayant de souffrances, c'est encore plus injuste. On rajoute de l'injustice à l'injustice. Merci. J'ai juste une question par rapport à la politique qui est menée actuellement et avoir votre avis. Aujourd'hui, dans le nord de Paris, dans le 19e arrondissement, il y a beaucoup de camps de migrants qui se recréent. Donc, on est à 700, 800, 900 personnes à chaque fois qui sont évacuées. Et d'un autre côté, on a une politique volontaire, semble-t-il, de la ville de Paris pour créer un grand centre à la Chapelle, qui est, je sais que vous commencez à froncer les sourcils, mais je voulais avoir vraiment votre avis sur ce centre. Donc vous avez parlé des containers. On sait très bien qu'il va y avoir à Porte de la Chapelle des containers avec des personnes qui vont vivre à 4 ou 5 dedans. Je voulais savoir ce que vous pensiez donc de ce type de politique, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, ça sera un centre d'accueil et d'orientation, c'est ça, c'est un CAO, et ensuite les personnes vont être dirigées un peu partout en France pour être hébergées. Donc je voulais savoir si, à votre avis, la politique de la ville de Paris, à un premier stade, c'est une politique d'affichage, de communication, ou c'est quand même quelque chose, je dis au moins quelque chose, une première tentative pour essayer après d'orienter les étrangers, ou si à vos yeux c'est que poudre aux yeux, puisque effectivement il va y avoir, je crois, une centaine de personnes qui vont pouvoir être hébergées dans un premier temps, et il y en aura 700 qui vont être sur le carreau. Donc je voulais avoir vraiment votre avis sur ce qui va ouvrir, je crois, le 15 octobre prochain à Porte de la Chapelle. On va peut-être prendre plusieurs questions. S'il y en a d'autres, ou est-ce que... Bonjour. J'aurais une question concernant l'attitude des États, des États internes à l'Union européenne sur l'accueil des migrants. Parce que je suis assez étonné par ce que vous racontez, où on se retrouve dans une situation apparemment où les membres des institutions de l'Union européenne veulent mener une politique humaniste, veulent secourir les migrants, et ils se retrouvent face à des États, des chefs d'État qui, eux, ne veulent pas. Et alors que pourtant, c'est des chefs d'État qui sont aussi fondés sur des valeurs humanistes, comme la France, l'Allemagne ou autres. Et je me demandais juste je voulais avoir votre avis sur le processus de décision ou la chose qui amène à cette espèce de situation, je trouve, un peu aberrante. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Plein de questions, c'est bien. On va prendre 3 et puis on va faire des séries de 3. Oui, voilà. Dans la logique, enfin dans la suite de ce qu'il dit, moi j'aimerais savoir quelles sont les capacités de l'Europe à prendre des sanctions. Je ne vois pas pourquoi l'Europe, qui distribue des budgets, qu'on m'explique, n'a pas la possibilité de dire vous n'appliquez pas les règles qu'on a décidées, donc vous n'aurez pas les crédits. Ou au moins une partie. Donc moi je comprends pas ça. Enfin, explique-moi. Enfin, tu peux dire pourquoi. Enfin, mais peut-être que je comprends rien aux choses. Mais bon, ça me semble important. À part ça, juste un point par rapport à Juliette. Moi, je suis très pessimiste. Je pense que la France est un pays pétainiste. Qu'on était 70% de pétainistes en 1940. On est peut-être 65%. On a gagné 5, mais il en reste 65. Et je suis désolé, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui se bougent que on peut être content. C'est un désastre. Regardez Alep, regardez machin. On est dans une situation qui est catastrophique à l'heure actuelle de non-réponse face à une situation humanitaire simple.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puisque ça va pas du tout, du tout, du tout. C'est pas parce qu'il y a un gars qui fait... Que le gars de Sainte, là, il a refusé les crédits au début. Il a dit... je me souviens... Damien Carême. Damien Carême, pardon, il faut que je retienne son nom. Damien Carême, il a dit, moi je fais un truc, et puis après on a dit, on va vous aider. Non, moi je veux... Voilà. Mais bon, il a commencé effectivement à faire des choses. Combien il y a de gens qui imitent Damien Carême? Au lieu de dire, avant de me dire la France est un pays généreux, etc., moi je trouve que c'est catastrophique. Je suis vraiment... bon, est-ce que j'exagère ou pas? Je fais juste un petit élément de réponse par rapport à la dernière chose, c'est que combien d'articles ont été écrits sur Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui a une politique de droite dure, totalement incohérente, extrêmement nuisible et qui est pour beaucoup dans la situation, pas simplement une politique de droite, une politique totalement incohérente et qui coûte une fortune au passage pour faire des choses qui sont extrêmement nuisibles. Et combien il y a eu d'articles qui ont été écrits sur Damien Carême, voilà, qui est un maire exemplaire. J'ai juste... Je vous laisse répondre peut-être pour le... Ouais, je pense que la première question, je vous sentais bien armé. Oui, parce que c'est une question, c'est difficile, parce que bien sûr, lorsque on a pu voir, et je suppose que parmi vous, nombreux, sinon tous, vous avez pu voir qu'est-ce qu'il en est de ces campements en plein air, sous les ponts, à Jaurès, à Chapelle ou ailleurs, et c'est vrai que très vite, c'est l'horreur, quoi. Évidemment, les cartons, les rats, la pluie, etc. Ce qui est l'horreur aussi, c'est la façon dont les expulsions se sont faites, c'est-à-dire avec brutalité, avec violence, sans information, avec du mensonge quand même, puisqu'à chaque fois on nous raconte que les gens sont hébergés. Tu parles, quoi. C'est-à-dire qu'au mieux, ils ont un hébergement d'une semaine qui va peut-être être prolongé lorsque c'est des familles avec des enfants petits et malades. Il faut quand même, enfin, j'exagère un peu, mais il faut vraiment être dans une catégorie dite très vulnérable pour avoir un logement, un hébergement un peu plus pérenne. Et en général, cet hébergement, il est vite interrompu. Alors, du coup, évidemment, on peut se réjouir. On se dit un camp humanitaire, super. Puis alors, effectivement, elle a pris l'exemple Damien Carême. Donc, on se dit, bon, voilà, il y a des innovations. Quand même, qu'on arrive à se réjouir en France de la création d'un camp aux normes internationales des camps humanitaires, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Il me semble qu'on est un pays qui pourrait faire un petit peu mieux que le camp humanitaire tel qu'on le voit dans les pays du Sud les plus pauvres. Mais bon, passons. Un camp humanitaire, soit. Alors, je corrige juste factuellement, c'est-à-dire non, ça n'est pas un CAO. Les CAO, c'est un truc très amusant à suivre. Ce sont des structures qui ont été initiées au moment où on a démantelé la partie sud, la zone sud, comme on l'a appelé, de la jungle de Calais. On a dit, on va créer des lieux qu'on va disperser sur l'ensemble du territoire pour éviter ce regroupement, etc. Et c'est normal que chaque département prenne sa part, etc., etc. Et donc, on a créé des lieux, donc ils sont appelés des lieux de répit, où encore une fois, les étrangers, les migrants sont censés réfléchir, à être informés de l'asile, savoir qu'ils peuvent demander l'asile en France et être accompagnés dans cette démarche et ensuite orientés. Donc ça s'appelle Centre d'accueil et d'orientation. Il y a 2-3 petits textes juridiques, des petites circulaires très brèves qui donnent un peu des conditions. Alors il faut un garde pour 50 personnes et un travailleur social pour 30 personnes. Les normes, c'est pas beaucoup plus que ça. Donc vous pouvez monter un CAO facilement. Les maires ne se battent pas pour accueillir un CAO, mais enfin il y a une petite pression qui fait qu'il s'en est ouvert quand même dans de très nombreux départements de France, avec toutes les difficultés qui sont que on ne s'improvise pas à accueillir des personnes qui viennent du bout du monde, à les traiter selon les besoins qui sont les leurs, avec les problèmes linguistiques, les problèmes juridiques, etc. que ça veut dire. Donc le camp de Paris n'est pas du tout un CAO, c'est une espèce de SAS en amont des CAO. Donc vous voyez la logique. On a normalement un dispositif qui fait que vous voulez demander l'asile en France, vous devez être accueilli dans un CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On n'a pas assez de place en CADA. Les conditions d'asile, d'accueil en France sont telles que les gens ne veulent pas forcément demander l'asile en France. Donc ils se retrouvent dans des campements, etc. Il y a des obstacles pour arriver à déposer sa demande d'asile. Donc il y a des campements qui s'installent. Alors du coup, on fait des espèces de lieux d'accueil et d'orientation un peu partout en France. Et puis après, à Paris, il se perdure ces campements. Alors on fait une espèce de SAS qui est un camp à partir duquel on va voir si la personne, il est justifié de l'envoyer vers un CAO. On pourrait imaginer un SAS qui serait un lieu où on déciderait si les personnes, c'est pertinent qu'elles soient envoyées dans le camp humanitaire de Paris avant qu'elles puissent être envoyées
envoyée en CAO avant qu'on puisse décider si elle est éligible à être dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais non, mais franchement, on marche sur la tête, quoi. J'ai appris juste vendredi que, puisqu'on parlait des mineurs isolés tout à l'heure avec Olivier, les mineurs isolés en France, c'est clair, plus simple en question juridique, il n'y a pas. Vous connaissez 3 articles de droit. Vous êtes parés pour traiter cette question de l'accueil des mineurs isolés. Ils ont droit à entrer dans le dispositif d'aide sociale à l'enfance, point. Eh bien voilà, on vient de décider qu'il y aurait des mineurs, parce qu'on les a repérés dans ces campements plutôt qu'ailleurs, qui seront envoyés dans des CAO. Et alors on se dit, mais un mineur en CAO, est-ce que c'est sa place? Est-ce qu'il a, lui, à avoir un petit temps de répit pour se construire sa... Et alors le défenseur des droits, qui pourtant il a pris beaucoup son pied cet an dernier, Jacques Toubon, a tapé sur ses anciens copains de droite et leur dire, dites donc, les droits, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, mais il a dit, oui, alors les mineurs en CAO, c'est possible à condition qu'il y ait de l'accompagnement socio-éducatif. Oui, effectivement, pour les mineurs, c'est un peu mieux qu'ils soient éduqués plutôt que pas. Et il faudrait qu'ils soient accompagnés à une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors on se dit, attendez, un accompagnement vers un dispositif qui est de droit. Mais jusqu'où on va multiplier comme ça les accompagnements vers... On fait des villages d'insertion, parce qu'il faut apprendre aux Roms à habiter. C'est vrai, quoi, quand on n'a jamais habité, on ne sait pas habiter. Il faut être aidé pour apprendre à habiter. Mais je ne sais pas jusqu'où on va aller. Est-ce qu'un jour, on va créer un truc pour accompagner les enfants à l'allaitement? Parce que c'est dangereux peut-être de laisser les enfants être allaités. Il vaudrait mieux faire un accompagnement à l'allaitement. On verrait s'il y en a qui sont aptes et éligibles à l'allaitement. Voilà. C'est le pays d'orientation vers les droits de l'homme, c'est ça en fait? D'accord. Sur la question donc justement des... Sur toutes les questions en fait, c'est juste parce que... Enfin, l'accueil, moi je voulais revenir juste sur ce qui s'est passé à Grande-Synthe, sur ce que Paris est en train de faire petit à petit. Je pars d'un principe simple, hein, c'est évidemment toujours insuffisant. Les conditions dans lesquelles actuellement les réfugiés et les migrants sont dans l'une des villes les plus riches du monde sont juste insupportables. Il faut donc agir. Mais j'entends tout, mais évidemment, j'espère que Anne Hidalgo et la mairie de Paris, puisque c'est elle qui a la main sur ce sujet-là, va faire quelque chose qui soit digne des moyens que l'on a. Mais sur Grande-Synthe, ce qui s'est passé, c'est pas pour... C'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant de Damien Carême, avant personne n'en parlait, tant mieux, c'est un peu rentré. Il faut savoir que sur Grande-Synthe, c'est Médecins sans frontières qui a... Damien Carême, il a donné le terrain, hein, parce qu'il y avait effectivement des conditions, là aussi, qui étaient insupportables humainement. Donc il a donné le terrain, mais il n'avait pas le premier fifrelin pour pouvoir mettre en place ce camp. Il faut savoir que Grande-Synthe, on ne le dit pas, mais c'est 28%, en gros, enfin 30% de chômage. C'est une des villes, il y avait Usilor, je crois, de mémoire, qui était là-bas. Damien Carême est le fils d'un syndicaliste, CFDT, de mineurs, enfin de gens qui ont une vraie tradition aussi de solidarité, celle du Nord, historique, celle des ouvriers. Et Damien s'est retrouvé sans rien. Et c'est Médecins sans frontières qui a dit « on va faire ». Et quand même, ce qui est incroyable, il faut le savoir, c'est qu'il s'est pris des mises en demeure de la préfecture. La préfecture voulait lui faire fermer son camp parce qu'il n'y avait pas 3 mètres entre chaque baraquement. C'est-à-dire que des enfants, des êtres humains vivent au milieu des rats, des poubelles, dans la boue. Ça, on ne bouge pas. Mais qu'on n'ait pas 3 mètres entre 2 bâtiments, on le met en demeure. Et on lui dit on va évacuer le camp. C'est ça la réalité. Et pourquoi ça? Parce que le préfet, effectivement, sur ordre de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, mais qui lui n'est pas fils d'immigré, donc ça doit être un Français de souche. Lui, ça doit être un Français de souche. Mais M. Cazeneuve avait dit et a répété ce qui était la doctrine officielle de l'État français, c'était pas d'appel d'air. Si vous faites des camps, ils vont se retrouver, ça va se savoir, et puis bien entendu, parce que comme c'est le confort, donc les gens vont faire 10 000 km à pied, avec des enfants, avec des personnes âgées, pour pouvoir aller se mettre dans les baraquements de M. Damien Carême. C'est ça l'idée que portait M. Cazeneuve. Et il a fallu passer par le président Hollande. Et ben, je le sais, pour avoir visité le camp avec Nicolas Hulot, on a l'avantage d'avoir aussi un lien direct avec le président de la République, ça se passe comme ça. C'est triste, mais la veille du rendez-vous que Damien Carême devait avoir avec Cazeneuve, il nous a dit « aidez-moi, aidez-moi ». Et effectivement, Hollande, ça s'est passé, mais vraiment comme ça, hein. Hollande a dit à Cazeneuve « ça suffit les conneries ». Sur Grande-Synthe, je ne sais pas pour le reste,
Mais sur Grande-Synthe, ça suffit des conneries. Et non seulement M. Cazeneuve a changé sa position, comme quoi, hein, c'est bizarre, les 3 mètres, finalement, on a dû écarter un peu, peut-être, je ne sais pas, mais c'est passé. Ils ont mis des policiers à l'entrée et à la sortie parce qu'il y avait des problèmes de violence entre différents types de... Bon, c'était un peu compliqué. Tout a été réglé. Les policiers font un boulot en amont, il n'y a rien, ça se passe très bien. Il y a des écoles dedans, enfin bon, bref, on peut le faire. Et ça coûte, globalement, pour 1500 personnes, à peu près 1 million par an maintenant d'entretien. Et le gouvernement français donne les moyens. Bon, après, la position de Damien Carême, c'est aussi de dire ça ne doit pas durer éternellement. Hein. Le but du jeu, c'est quand même du précaire. La vocation, c'est pas de laisser les gens comme ça. Et d'ailleurs, il passe pour l'essentiel en Angleterre, ce qui donne raison à ce que vous disiez tout à l'heure. Le passage, c'est entre 15 et 50 000 euros. Et ce que me disait Damien, mais vous le savez aussi, hein, c'est qu'en gros, il y a un turnover de 150 ou 200 personnes par semaine. Donc ça veut dire que le passage, ça se passe, ça continue. Mais donc on peut le faire ailleurs. On peut le faire ailleurs. On part de 1500 personnes. Dans une ville, quand on voit une ville de 30 000 habitants avec 30% de chômeurs qui arrivent à accueillir et à le faire et que ça marche, qu'il n'y a aucune difficulté, aucune violence, il n'y a rien. Et on pourrait quand même le faire effectivement à Paris, à Neuilly, à Boulogne. On a d'autres espaces. Je ne parle pas de Sevran parce que Sevran, ils ont déjà, eux, ils sont au bord de la rupture. Mais bon, on peut le faire. Après, et je termine là-dessus, pourquoi est-ce que les États ne respectent pas Il y a beaucoup de raisons, mais moi j'en vois une essentielle, c'est le cynisme. C'est le fait que M. Valls et M. Cazeneuve considèrent qu'en l'état de l'opinion publique française, ils ont tout à perdre à dire qu'il faut défendre les migrants et les réfugiés. Que le grand discours qui s'est passé à Calais et la grande difficulté que maintenant la classe politique, j'allais dire sincère, honnête, celle qui essaye d'aider, à discuter, c'est que des gens qui sont en attente de logements sociaux, enfin on ne va pas reprendre ce débat, mais c'est la réalité malheureusement, des gens qui sont en attente de logements sociaux depuis des années, ils disent mais regardez, nous on nous abandonne et puis on va filer des logements à des gens qui arrivent maintenant à des réfugiés. Et ça fait peur. Alors qu'on peut très bien faire comme Damien Carême, expliquer que ça n'a rien à voir, que ça n'est pas la même chose, que ce ne sont pas les mêmes aides, ce ne sont pas les mêmes financements, et ce ne sont pas les mêmes conditions, évidemment, de vie. Sauf que ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande des explications. C'est beaucoup plus facile d'être dans la démagogie et de surfer sur écoutez, on a déjà du mal entre nous, donc vous pensez bien que c'est pas qu'on ne veut pas vous aider, mais là, pour le coup, on ne peut rien faire pour vous, on est désolé, au revoir madame, au revoir monsieur. Et c'est ça, la politique des États. Je répète, la seule qui a essayé de faire autre chose, elle n'a pas été très habile, mais finalement, quand on fait avec le cœur, parfois on fait des conneries. Mais la seule qui a bougé, c'est Merkel, voilà, qui, elle, a dit non, il faut aider. Bon, et elle a payé derrière. Voilà, donc, quant au financement, c'est plus compliqué que ça, parce que si on les enlève, ce sont les associations et ceux qui aident. On a le même problème avec la Hongrie, la Pologne. Et donc, moi, je sais que les Hongrois sont venus nous voir, les ONG et les assos. Ils ont dit surtout ne le sanctionnez pas financièrement parce que ça veut dire que les aides européennes qui arrivent chez nous, on n'a plus que ça. Et dit parce que l'État ne nous donne plus rien. Donc, si vous bloquez les vannes, c'est nous qui allons souffrir. Donc, effectivement, on maintient l'argent européen, même pour des personnes qui se comportent comme des dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui se passe en Hongrie, et alors là, c'est ignoble. Voilà, la Hongrie, c'est ignoble. On tire sur les gens. Enfin, bon, c'est encore pire que tout. Mais on est obligé de continuer à aider, parce que sinon, ça va être encore pire pour ceux qui actuellement souffrent déjà beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je viens de Bordeaux et là-bas aussi, du coup, il y a des réfugiés. Alors, pas des pays que vous avez cités, par contre. Moi, je connais une personne qui s'appelle Mao et qui est mauritanien. Donc du coup, lui, il vit en squat actuellement. Il y a aussi des Sahraouis qui sont du côté de Bordeaux. Donc il y a pas de camps qui sont... Enfin, il y a des camps, mais du coup, forcément, ils sont dans l'illégalité. Et la politique de Juppé, là-bas, fait qu'ils ne sont pas très amis non plus, pour dire la chose gentiment. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe pour les jeunes adultes. Par exemple, ceux qui sont plus mineurs, et qui ne sont pas encore tout à fait adultes, qui ont à peu près la vingtaine, et qui, du coup, eux... moi, je parle de mon ami qui habite en squat.
et qui du coup a été arrêté en fait par la police pour ensuite être passé en justice et pour ensuite être renvoyé chez lui. Bon, au final, il y a une grosse mobilisation à Bordeaux qui a fait que ça ne s'est pas fait. Mais du coup, ils ont des droits ils ont le droit de rester sur le sol, mais pour des temps très provisoires. Et j'aimerais savoir comment ça se passe pour eux, pour éviter qu'on les renvoie chez eux. Est-ce qu'il y a des associations sur place à Bordeaux que vous connaissez qui seraient à même de conseiller ces jeunes-là ou de les orienter vers des centres, alors pas des centres, j'aime pas le mot centre d'hébergement du coup maintenant, mais vers en tout cas des solutions plus viables quoi, sur le long terme. On va prendre peut-être 2 questions. Donc là, oui, c'est sur la question des jeunes majeurs. Donc c'est une catégorie des jeunes donc, qui ont entre 18 et 21 ans, qui normalement, au-dessus, mais qui normalement bénéficiaient quand ils sortaient du dispositif des mineurs de contrats jeunes majeurs, qui sont remis aujourd'hui en cause très systématiquement, de manière souvent on est très souvent à la limite de la légalité. On va revenir sur cette question-là parce que je crois que c'est important. Bonjour, je suis avocate et je vais peut-être recentrer un petit peu le débat revenir sur l'Europe et sortir un petit peu de la France. Donc cet été, j'étais en Grèce avec Avocats sans frontières, dans les camps officiels, non officiels, dans les hotspots, sur les îles, à Athènes, etc. Bref, on a fait un petit tour. On a vu ce qui se passait là-bas et on était parti après l'entrée en vigueur de l'accord UE-Turquie. Et bon, il y aurait un milliard de choses à dire. Mais ce qui a été pour moi le plus choquant, c'est lorsque les avocats locaux et les juristes locaux m'ont expliqué que juste après la mise en place de l'accord UE-Turquie, les demandes de protection internationale étaient refusées aux réfugiés, et notamment aux Syriens, qui devaient donc être envoyés en Turquie. Ils faisaient appel devant des comités administratifs, et ces comités administratifs, au début, ont refusé de mettre en place l'accord et disaient non, la Turquie n'est pas un pays sûr, on refuse de les renvoyer là-bas. Mais ça n'a pas trop plu à l'Europe. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'en off, il y aurait eu des réunions du Conseil de l'Union européenne qui a demandé à la Grèce qui ne pèse plus aucun poids, puisque justement on la tient avec la dette, et qui leur a demandé de changer, et qui a demandé à la Grèce de changer son système judiciaire. Et donc, en juin, une nouvelle loi est passée. Ces comités d'appel sont passés de 19 à 5, et leur composition a été changée pour être bien sûr que les juges ne soient plus indépendants. Et là, depuis, en effet, les comités valident les renvois de Syriens en Turquie, d'homosexuels, par exemple, syriens en Turquie. Nous, on est intervenu sur un cas pour soutenir justement les associations locales. Puis il y a aussi, par exemple, les avocats grecs qui ont demandé 500 000 euros à l'Europe, 500 000 euros à côté des 6 milliards qui ont été accordés à la Turquie, c'est pas énorme. L'Europe qui a absolument refusé, puisque elle n'a pas intérêt à ce que ces réfugiés qui arrivent en Grèce aient accès à une aide judiciaire et juridique. Donc voilà, je voulais savoir si par hasard, en off ou pas en off, vous aviez entendu parler de tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je crois qu'on a un temps un peu limité. Alors, pour une dernière question, et puis on essaiera de répondre. Oui, ça va vite. Oui, c'était par rapport en fait aux causes de l'afflux de ces réfugiés. Est-ce que les politiques, qu'ils soient au niveau des États ou au niveau de l'Union européenne, agissent sur les causes de finalement ces flux migratoires? Voilà. Je crois qu'il y a une série de conflits. Enfin, un des facteurs de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même le conflit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la fin de certains pays qui étaient des pays. Il faut savoir que le plus gros des migrations sont des migrations sud-sud, que 2 des gros pays d'accueil qui étaient la Côte d'Ivoire et la Libye se sont retrouvés en guerre. Je crois que pour la Libye, on sait à peu près comment ça s'est passé. Pour la Côte d'Ivoire, évidemment, l'influence de la France, elle est énorme. Et dans les 2 cas, effectivement, oui, on est assez responsable de certaines déstabilisations régionales qui ont des conséquences à très long terme, puisque le conflit au Mali est un épiphénomène, si on peut dire ça comme ça, de ce qui s'est passé en Libye. Donc on a des déstabilisations comme ça par zone. Et, je vous laisse répondre pour le...
pour tout le reste. Je veux bien répondre à la personne qui posait des questions sur Bordeaux, mais je vais faire juste un petit commentaire sur ce que la copine avocate de l'ASF vient de dire. Oui, c'est très clair. Alors, c'est à peine off, c'est-à-dire qu'on sait que l'Union européenne a fait pression sur la Grèce pour qu'elle change sa législation, et en particulier la composition de cette commission de recours, et pour qu'elle change ses décisions. Mais sans doute que Pascal en dira plus sur ce sujet. Sur les jeunes et que peuvent faire des jeunes, alors il y a bien sûr toutes sortes de catégories juridiques. Donc en effet, il y a ceux qu'évoquait Olivier, les personnes qui sont entrées mineures en France, qui ont pu bénéficier d'une prise en charge et laquelle a pu se prolonger, peut parfois se prolonger par un contrat jeune majeur. Mais il y a aussi des gens qui arrivent tout jeunes, qui arrivent à 18 ou 19 ans ou 20 ans en France, de toutes sortes de nationalités, qui soit ont demandé l'asile et ont été déboutés, c'est-à-dire on a rejeté leur demande, soit n'ont pas demandé l'asile, éventuellement ont bien fait de ne pas le demander parce qu'ils n'auraient pas pu aboutir dans cette procédure. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des mobilisations un peu importantes, alors c'est quelque chose qu'on a pu voir par exemple avec toute l'évolution du réseau RESF, et je mentionne ça parce que je pense qu'à Bordeaux, il y a très vraisemblablement des gens du réseau RESF, Éducation sans frontières, et souvent dans plein de régions de France, il y a des comités dans lesquels il y a soit LDH plus RESF, ou CIMAD plus LDH, ou ASTI plus CIMAD, etc. Donc si vous allez sur les sites de ces réseaux, je pense FASTI, CIMAD, LDH, RESF, vous allez forcément trouver des antennes ou des groupes locaux qui fonctionnent, et parfois vous avez même les jours et heures auxquels ils reçoivent, et même par catégorie, les mineurs tel jour. Donc n'hésitez pas à chercher comme ça. Sur le site de RESF, c'est classé par département. Ouais, donc vous avez RESF 33, voilà, qui correspond à la Gironde, et vous aurez tous les téléphones, etc. C'est sur le site général. Absolument. Alors ça, c'est une chose. Mais pour le reste, ce serait compliqué de dire tout ce qui est possible. C'est vrai que lorsqu'il y a des soutiens locaux, soit des copains de collège ou de lycée, soit des voisins, soit un quartier, soit etc., il arrive que le dossier aille dans un petit bureau spécial de la préfecture qui s'appelle le bureau des dossiers signalés. Ça veut dire que ce sont les cas pour lesquels la préfecture va avoir un œil particulièrement bienveillant. Alors ça peut être ça peut être le petit fait divers qui risque de faire un petit peu de bruit dans la presse, donc il risque d'y avoir une petite émission de radio, un petit journal local qui s'empare du truc, ça ne fera pas bon effet, donc c'est le dossier signalé. Mais c'est aussi la nounou du maire que le préfet a rencontré à son dernier apéro, et il dit « Dis donc, tu ne sais pas ce qui m'arrive, je viens de découvrir que ma nounou, dingue, hein, mais elle est sans papier. » Donc elle va avoir un petit traitement favorable par rapport à d'autres nounous qui travaillent aussi sans papier, qui non. Alors non, la décision de la Cour d'appel, c'est une décision de justice, et la justice, comme vous savez, dans ce pays est indépendante. Donc ça... D'accord. Bon, alors on va peut-être pas rentrer dans le détail de ce cas, surtout que c'est un peu difficile à suivre comme ça, mais bon, si c'est un jeune qui avait des titres de séjour l'autorisant à être en Espagne, on voit beaucoup arriver en ce moment des gens qui ont des titres de séjour ou qui ont le statut de réfugié ou des titres de séjour qu'ils ont obtenus essentiellement en Espagne, en Italie, mais il y a peut-être d'autres pays aussi, mais c'est beaucoup ces deux pays-là. Et alors c'est très amusant parce que beaucoup d'employeurs ignorent complètement qu'ils ne sont pas autorisés à les faire travailler. Donc certains sont employés en France alors que normalement ils n'ont pas accès au travail. Enfin, ils n'ont pas accès sans avoir fait une demande au travail. Ils ont accès à circuler librement pendant 3 mois. Et effectivement, sans statut particulier. Alors après, il y a des dispositifs sur lesquels les associations pourront vous conseiller, qui s'appellent admission exceptionnelle au séjour. Il y a la possibilité éventuellement, si le jeune peut suivre tel type de formation ou accéder à tel type d'emploi, etc. Donc il y a éventuellement les moyens de l'aider, mais il n'y a aucune garantie qu'il trouve un véritable statut juridique un petit peu sécure, quoi. Juste un petit mot pour le Conseil. Vous l'avez dit, hein, c'est le Conseil donc, qui est en charge de ces espèces de négociations. Le Conseil, c'est les États. C'est-à-dire c'est ni la Commission
ni le Parlement, c'est-à-dire deux organes qui sont censés défendre l'intérêt général européen et qui sont transparents, plus ou moins. Enfin, nous, tout est public. Il peut y avoir des négos de couloir, mais enfin, tout est public, toutes les décisions sont publiques. Le Conseil, ce sont les représentants des États entre eux. Tout est opaque. Vous ne savez pas ce qu'ils se disent, ce qu'ils font. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, et vous avez raison de le dire, c'est que l'Allemagne, Angela Merkel, faisant marche arrière et voyant la pression qu'elle avait, elle, dans son propre pays, a fait des réunions préalables avec la Turquie, avec les Pays-Bas qui à l'époque présidaient l'Union, enfin le Conseil, et sans qu'aucun autre pays ne soit au courant, y compris la France, qui est arrivée derrière et qui, comme d'habitude, explique que bon, elle était là et qu'elle a tout fait, mais la réalité, c'est que ça s'est passé complètement en dehors, qu'on ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des négociations, notamment financières, avec la Grèce, et que l'Allemagne a dû accorder, c'est pour ça que ça me dégoûte, il n'y a pas d'autre mot, c'est que l'Allemagne a dû accorder des contreparties qu'elle a accepté de donner là pour gérer la question des migrants, qu'elle n'avait pas accepté au moment où la Grèce était dans une situation de précarité horrible et d'austérité, juste parce que l'Allemagne, pour une grande part, la France avec, imposait pour sauver ses banques des politiques publiques à la Grèce insupportables. Voilà. Donc on voit bien, mais oui, vous avez raison, malheureusement, ça c'est un des dysfonctionnements de l'Europe. Pardon, je sors un peu du sujet, mais ne vous laissez pas avoir sur l'argument Bruxelles est toujours coupable, etc. La réalité, c'est que c'est le Conseil européen, donc les États, qui sont d'abord et avant tout, parce qu'ils sont co-législateurs avec le Parlement européen, qui sont d'abord et avant tout responsables de la situation dans laquelle est actuellement l'Europe. Je ne me lasserai pas de le dire, l'Europe va mal. Mais si elle va mal, c'est d'abord et avant tout parce que les États se comportent de manière scandaleuse au sein de l'Union européenne. Je vous remercie. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps. Petite chose, souvent les gens posent la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. On a cité quelques associations. Il y a le GISTI, je crois qu'il y a toujours besoin de bénévoles au GISTI. Oui, mais je pense que tout particulièrement, et s'agissant du sujet qu'on est en train de traiter, il me semble qu'envoyer de l'argent à MSF, par exemple, pour le projet SOS Méditerranée. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompée, pardon. MSF. Non, pardon, oui. MSF, ça va, on peut toujours donner à MSF, mais oui, MSF, c'est quand même, c'est la plus grosse ONG qui existe. SOS Méditerranée, c'est plus petit. Voilà. Oui, c'est vrai que, je veux dire, on peut pas être d'un optimisme béat, c'est certain. Mais on ne va pas se laisser abattre, même si on est dans un pays pétainiste. Moi, j'ai du mal à me... Non, mais c'est vrai, j'ai du mal à me... Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai du mal à... Il faut continuer. Faut quand même, faut continuer. Après, je pense que sur ces initiatives de solidarité en mer, il y a beaucoup de choses qui existent. Et moi, je suis très admirative d'un réseau qui s'appelle Alarm Phone. Allez voir sur le net ce qu'ils font, Alarm Phone. C'est un numéro de téléphone dédié aux migrants. Ce sont des activistes allemands, néerlandais, italiens au départ, mais maintenant ça s'est répandu beaucoup. Il va même y avoir un Alarm Phone Mali bientôt, et il y en a en Tunisie, il y en a en Turquie, il y en a dans plein de pays. Ce sont des gens qui se sont débrouillés pour qu'il y ait un numéro de téléphone qui circule chez les migrants. Il y a des flyers qui sont distribués dans les ports, en Libye, en Égypte ou ailleurs d'où ils partent, et qui leur donne un numéro, c'est un numéro de téléphone unique, et ils vont avoir forcément 24 heures sur 24, 365 jours par an, nuit et jour, quelqu'un au téléphone qui soit va pouvoir tout de suite les conseiller, c'est-à-dire leur donner des conseils de survie, leur dire qui il faut appeler parce qu'ils sont dans telle zone, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur portable, s'ils ont des satellites, s'ils ont des GMS, etc., etc. Vérifier que les secours, les gardes-côtes officiels ont été appelés, vérifier que les gardes-côtes agissent, ou appeler Frontex, ou appeler le HCR, etc., etc. Ce sont des gens qui sont vraiment absolument admirables, et ils font un petit rapport, vous pouvez voir en ligne, alors c'est en anglais malheureusement, mais voilà, avec un petit Google Trad, vous devriez en trouver quand même l'essentiel, qui raconte tous les sauvetages auxquels qu'ils ont permis, ou tous les faits dont ils ont été témoins en Méditerranée, dans les 3 zones, Canal de Sicile, du côté des côtes marocaines et du côté de la Grèce. J'ajoute, oui, l'importance aussi dans ce que vous pouvez faire, c'est donc il y a des associations qui existent, qui ont souvent besoin de bénévoles, comme le BAM par exemple à Paris, qui s'est créé l'an dernier, comme RESF, Réseau Éducation sans frontières, où on a besoin très souvent
pouvoir suivre, par exemple pour les jeunes, ils ont besoin d'un suivi qui n'est pas simplement matériel, qui n'est pas simplement administratif, qui n'est pas simplement juridique, mais qui est aussi un suivi individuel, d'être considérés comme des personnes. Je crois que c'est très important de rappeler que des personnes qui arrivent, elles ont besoin de liens, elles ont besoin de relations, elles ont besoin de conseils. Je prends un tout petit exemple. Ce matin, j'étais à Blois, je suis monté dans le train. Puis dans le train, il y avait deux gars qui sont assis l'un à côté de moi, l'autre en face. Puis celui qui était en face, il avait son billet, mais il n'avait pas poinçonné. Alors le contrôleur dit « Ah, mais il ne faut pas, maintenant, vous avez risqué une amende de 20 €. Alors je négocie avec le contrôleur en disant « Je crois que le jeune, il n'avait pas compris, vous voyez, il a du mal à comprendre, etc. » Puis bon, le contrôleur s'en va, laisse tomber l'amende de 20 €. Et puis je demande au jeune, je lui dis « Mais tu viens d'où ?»« De Côte d'Ivoire, tu es arrivé il y a combien de temps ?»« Il y a deux jours. »« Et tu vas faire quoi ?»« Je vais à Paris. »« Tu vas où ?»« Gare de Lyon. » etc. Et c'était un gamin de 16 ans qui venait de débarquer. Et je veux dire, si vous voyez une situation comme ça, que vous passez 4 minutes avec le gamin à discuter avec lui, qu'éventuellement vous lui laissez le numéro de téléphone s'il a un problème, parce qu'il peut avoir le droit aussi d'avoir un adulte à qui poser une question, que vous l'emmenez à la DEMI, qui est l'association la Croix-Rouge, le centre de la Croix-Rouge qui est en charge d'accueillir les mineurs isolés, déjà, effectivement, vous dites qu'au moins, durant 10, 15 minutes, 20 minutes, il n'est pas dans un environnement hostile et qui prend l'habitude de se dire qu'il peut aussi poser des questions. Il y a des gamins qui restent 1 jour, 2 jours, 3 jours dans la rue sans que personne leur adresse la parole, sans que personne se demande, mais c'est normal qu'il y ait un gamin tout seul, là, à 16 ans, qui traîne en plein hiver devant la gare, etc., qui ne sait pas où aller. Voilà, je crois que c'est des choses comme ça, c'est vraiment de penser qu'effectivement, en tant qu'individu, sortir de l'idée, mais de toute façon, nous, on ne peut rien faire, de toute façon, c'est les institutions qui font que, etc. Les institutions doivent faire, en tant que citoyen, on a une obligation, je pense, de pousser les institutions à agir, et donc d'informer les gens. Vous avez sans doute aussi des réseaux Facebook, etc., Twitter, voilà, il faut partager des informations, il faut aller parler aux gens, y compris les gens qui sont un peu hostiles, y compris les gens qui ne comprennent pas. Vous continuez à vous informer, avoir des chiffres, avoir des arguments aussi pour... je crois que voilà, c'est vraiment... Il y a une véritable urgence à le faire. Je crois qu'on est vraiment dans une situation aujourd'hui qui est très compliquée, où il n'y a pas de crise des migrants, mais il y a une crise de l'accueil des migrants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de honteux. Et je pense que cette honte-là, on la portera tous, toutes les générations qui auront vécu ça, on le portera dans l'avenir, dans les 30 ans, les 50 ans à venir. Je pense qu'on sera vraiment la période dans l'histoire qui restera comme la période qui n'a pas su accueillir les migrants. Et donc... on peut choisir entre être parmi la petite minorité qui aura essayé de faire quelque chose ou être parmi tous ceux qui auront continué à se boucher les yeux. Voilà. Merci beaucoup.